Eh bien, donc tout le monde se cache derrière le fait que bon, là, la France, elle a sa dissuasion nucléaire, donc personne ne va l'attaquer. Mais si demain la Russie lance un missile conventionnel sur la France ou sur un autre pays européen, on va répondre par quoi? On va répondre par les outils de l'Armageddon, de l'apocalypse. Et donc, une faiblesse des pays européens, là je parle surtout de ceux que je connais, qui sont la France et le Royaume-Uni, c'est qu'en termes de riposte conventionnelle, sans enclencher la fin du monde, nous n'avons pas grand-chose. Et c'est bien ça aussi notre faiblesse. Margot Haddad, et je lis parfaitement le Guillaume Roquette. Désormais, je sais que quand il s'avance comme ça sur la table, il a quelque chose qui je vais mettre la pièce dans la machine et il va continuer. Allez-y, Margot, et je viens à vous, Guillaume. Le mauvais signal, ce sont nos économies. C'est-à-dire que le problème étant que nous n'avons pas d'argent, que le budget de la défense ne risque pas d'avoir cette augmentation qui est prévue par la LPM et par Emmanuel Macron parce qu'on a un budget qui patine à l'Assemblée nationale. Vous avez également des systèmes qui coûtent plusieurs millions d'euros qu'on n'est pas capable de payer pour le moment. Donc à partir du moment où vous n'avez pas une économie robuste, qui n'est pas capable d'envoyer un signal que nous pouvons dépenser plus pour notre défense, vous ne l'avez pas ce signal envoyé à la Russie. Il faut savoir qu'il y avait également cette initiative dont parlait Michel Goya, le European Sky Shield Initiative, et les Français n'ont pas voulu participer à ça parce qu'ils disaient justement on a notre système français, ce sera prêt dans quelques années et donc bon, on va attendre. Mais si on dit aux Français que la menace elle est maintenant, il faut que ce soit suivi d'actes. Il faut aussi que les industriels français essaient d'augmenter la cadence ou dans un autre cas qu'on se dise très clairement que nous n'avons pas les moyens à l'heure actuelle mais que nous avons de l'argent et que nous pouvons le dépenser ailleurs. Allez-y, Guillaume Roquette. Oui, je suis bien sûr d'accord avec ça. Je voudrais dire quand même que je pense qu'on a un peu de temps. Parce que les Russes, depuis janvier 2024, malgré tous leurs efforts, malgré des dizaines de milliers d'hommes jetés sur le champ de bataille, ils ont réussi à conquérir 1% de l'Ukraine. Depuis quasiment 2 ans. Ça veut dire que, par la résistance héroïque des Ukrainiens, c'est pas une armée invincible. Alors, bien sûr, ils préparent des nouveaux systèmes d'armes. Bien sûr, il y a des menaces différentes de celles qui pèsent sur l'Ukraine. Mais ce que je pense, c'est que si on arrive, nous tous, Européens, à dire il y a un effort résolu, c'est-à-dire que ça, d'une année sur l'autre et d'un gouvernement à l'autre, ça ne change pas. Et continuer avec des engagements de long terme, alors les Russes regarderont l'Europe différemment. Et il y a quand même, c'est vrai que nous, on n'a plus beaucoup d'argent. L'avantage, c'est que l'Union européenne peut mobiliser de l'argent. C'est d'ailleurs 18 mois, Guillaume. 18 mois. Ils ont mis 18 mois pour mettre la première pierre à l'édifice. Mais je sais bien. Mais négociation. Je suis d'accord, mais les Russes ne sont pas à la frontière alsacienne. Je veux dire, on a quand même un peu de temps. Et c'est vrai qu'il faut... Mais les démocraties, c'est toujours comme ça. C'est toujours plus lent que les dictatures, mais en même temps, si vous additionnez la totalité des armées européennes, on tient le choc face à la Russie. En termes de PIB, on est beaucoup plus riche que... 10 fois plus riche. L'Union européenne... Ensemble, c'est 10 fois l'économie. Donc on a des raisons de se rassurer un tout petit peu. Ah oui, évidemment. À condition qu'on prenne les décisions ensemble, parce que là, c'est pas encore gagné. Qu'on prenne les décisions ensemble, ce qui effectivement n'est pas évident. À condition aussi que on change pas d'avis au fur et à mesure des renouvellements de majorité. Or, il y a un truc qui peut être inquiétant, c'est si jamais la guerre s'arrête. Parce qu'en gros, les Russes obtiennent satisfaction. Parce que le plan qu'ils sont en train de mettre au point avec les Américains, ils arrivent à leur fin. Alors, il y a peu de chance parce que les Ukrainiens n'accepteront pas. Mais si la guerre s'arrête, qu'est-ce que vont dire les opinions européennes ? Vous voyez bien que ces Russes ne sont pas si dangereux. Ils ont arrêté la guerre. Donc, on ferait mieux de s'occuper de nos systèmes de retraite, de dépenser de la santé, de construire de nouveaux hôpitaux, plutôt que des armes. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, c'est le côté velléitaire des opinions publiques, et c'est pour ça que, pour revenir au sujet précédent, que le fait qu'un homme comme Pierre de Villiers, qui n'est pas soupçonnable d'être un macroniste de combat, dise attention, il faut être sur nos gardes, je pense que c'est psychologiquement et politiquement même important. Vous allez voir que psychologiquement, ça a un impact dans l'esprit des Français, des Européens même, sondage à l'appui. Mais Samantha de Bendern, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais je suis entièrement d'accord avec Guillaume, avec ce que Guillaume vient de dire. Le risque, et là encore, je ne cesse de le répéter, le risque que la Russie pose, c'est son envie de nous diviser. Donc en effet, si la guerre en Ukraine s'arrête aujourd'hui, il faut savoir comment elle va s'arrêter, mais il y aura les Russes vont pas attaquer un pays balte ou la Pologne demain, mais ils vont se préparer.
ils vont se préparer à quelque chose. Et c'est pendant cette phase préparatoire, surtout si ça coïncide avec des échéances électorales dans plusieurs pays européens, dont la France, qui risque de faire venir au pouvoir un gouvernement qui a une relation beaucoup plus, on va dire, conciliatoire vis-à-vis de la Russie. C'est là que le risque arrive. C'est cette double peine que nous risquons de subir. Et surtout si la guerre en Ukraine se termine dans des termes favorables pour la Russie. Et donc, a été mesuré finalement l'impact de toutes ces prises de parole de dirigeants, et pas seulement français, européens, allemands, beaucoup aussi ces dernières semaines, sur les populations. Plus de la moitié des Européens estiment qu'une guerre avec la Russie est possible. C'est un sondage qui a été publié par la revue française Le Grand Continent, publication géopolitique et rattachée à l'École normale supérieure française. Pour plus de la moitié des 9553 personnes interrogées dans ce sondage, effectué dans 9 pays de l'Union européenne, une guerre avec la Russie pourrait tout à fait éclater dans les prochaines années, 51%. Plus des 2 tiers d'entre elles pensent par ailleurs que leur pays ne serait pas capable de se défendre face à une agression russe, les 69% que vous voyez ici. Et on vous a aussi tendu le micro. Les propos de Poutine vous inquiètent-ils? Regardez. Même si on peut penser que lui, c'est quelqu'un de fantasque, c'est sûr que ça nous fait peur. Ça nous fait peur, on n'est pas très loin. C'est grave même, parce que ça veut dire qu'il ne veut rien céder et qu'il n'y a que la guerre qui l'intéresse. Honnêtement, c'est quand même un petit peu inquiétant. Non, je ne suis pas plus inquiet que ça, même s'il ne faut pas prendre ça à la légère, que la Russie est une réelle menace, mais qu'il y a beaucoup aussi de communication, je pense, et beaucoup d'intox et de montrer ses muscles. Je ne vais pas trahir vos pensées, mais quand on regardait le sondage, Margot Haddad, pour commencer, vous avez dit ce 69%, il est quand même très inquiétant. Pourquoi ? C'est très inquiétant. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on en parlait avec Michel, que clairement, les Européens sont assez lucides sur la situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité. Mais c'est aussi un questionnement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire demain, on se retrouve face à la Russie, on fait quoi ? On capitule ? C'est ça l'idée, en fait. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable de se mettre en marche et de réaliser qu'il y a forcément une menace, d'accélérer la cadence. Je vous donne un exemple très simple. Le char du futur, avec lequel on travaille avec les Allemands, on est incapable de se mettre d'accord sur le système de tourelles. Voilà. Parce que l'un dit on a la meilleure tourelle, l'autre dit on a la meilleure tourelle, et donc on est incapable de se mettre d'accord sur un projet qui est franco-allemand. À partir de ce moment-là, vous avez un peu résumé la pensée européenne. C'est-à-dire que même si vous voulez avancer ensemble, vous avez des divergences sur des projets essentiels pour notre défense européenne. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a l'intérêt des nations qui prime parfois sur le projet européen, et on est vraiment dans le concret du problème à partir de ce moment-là. Mais vous, colonel Goya, vous retenez la prise de conscience. Vous vous dites c'est pas si mal que les peuples prennent conscience de la situation, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ils sont relativement lucides sur la situation. Et il y a une certaine sagesse des peuples, en tout cas. Je reviens sur l'idée de projet franco-allemand de char. Au mieux, il était prévu pour 2040. Ouais. Donc, vous voyez, à peu près, là aussi, on revient sur cette question. Quand on pose la question, ça patine pour avoir des réponses. Et pas une situation où il n'est pas du tout sûr qu'il arrive même en 2040. Donc, oui, il y a un sentiment que, il faut rajouter, on est vulnérable, incontestablement. Il faut rajouter un paramètre important, c'est la défaillance américaine. C'est-à-dire non seulement il y a la menace russe, et puis on s'aperçoit que notre grand allié, il est de moins en moins là. La transition, elle est parfaite. Je vais vous poser cette question maintenant. Estimez-vous que Trump est l'ennemi de l'Europe ? Je ne vous la pose pas gratuitement, la question. Elle a été posée aux Européens dans ce même sondage. Près d'un sondé sur 2 considère Donald Trump comme un ennemi de l'Europe. Alors je trouve pour vous, est-il un ennemi de l'Europe ? Sauf que le mot ennemi est beaucoup trop fort, mais ce n'est surtout pas l'allié de l'Europe. Et quand on n'a plus un allié, c'est déjà énorme. Mais ennemi, pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort. Et oui. Si la question vous avait été posée par les sondeurs, Guillaume Roquette ? Moi, j'aurais répondu non, ce n'est pas notre ennemi. C'est quelqu'un qui est indifférent. C'est quelqu'un qui ne nous calcule plus, comme disaient peut-être les jeunes. Je suis trop vieux pour savoir si ça se dit encore. Ça, Guillaume. C'est fini. Ouais. Bon, je m'en doutais. Donc, je pense que je pense pas que Trump nous soit hostile. D'ailleurs, quand on lui dit il faut continuer à aider l'Ukraine, il dit oui, si vous voulez, moi je vous vends des armes et puis vous les donnerez aux Ukrainiens après. Je suis pas contre aider les Ukrainiens si ça vous intéresse. Simplement, il faut faire du business. Donc c'est pas un ennemi, ça peut être un client. En tout cas, c'est une relation
relation d'affaires plus qu'un allié. Alors je crois qu'on dit il nous ghost. Voilà, comme ça vous saurez. J'aurais gagné ma journée. Merci aux jeunes qui m'entourent. Margot Haddad, c'est la question vous avez été posée. Est-ce que vous estimez que Trump est un ennemi de l'Europe? Vous auriez dit. Je suis assez d'accord avec Guillaume là-dessus, c'est-à-dire que le logiciel américain est très simple. Si demain on décide d'acheter américain, je pense qu'on aura une très bonne relation avec les Américains. Ce que veut Donald Trump, c'est que cet argent revienne au peuple américain. J'étais pas plus tard que tout à l'heure à l'ambassade américaine. Une diplomate américaine était là. La première question que je lui pose, c'est est-ce que maintenant que la Russie tergiverse, vous envoie un peu balader sur le plan pour l'Ukraine, est-ce que vous allez claquer la porte, tout simplement? Ce qu'on m'a répondu, c'est la priorité, ce n'est pas l'Ukraine, c'est le peuple américain. Et je trouve que cette phrase dit beaucoup de choses. C'est pas grand-chose comme information que je vous donne aujourd'hui, mais elle dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que la priorité, c'est le peuple américain. Donc à partir du moment où vous rendez des dollars à l'économie américaine, vous êtes un allié pour les États-Unis. Vous voulez prioriser l'industrie de défense européenne, ce qui est extrêmement important. Il ne faut pas l'affaiblir non plus. Mais si vous ne faites plus des échanges et vous dites, bon, en fait, l'OTAN, il va falloir faire en sorte que les Européens soient un peu leaders de cette alliance atlantique, vous mettez de côté un allié américain. Allez, je vous sonde également, colonel. Est-ce que oui ou non, il est l'ennemi de l'Europe, Donald Trump? Non, le mot ennemi, à mon sens, n'est pas justifié. Bien sûr, l'ennemi, c'est quelqu'un avec qui on fait la guerre. Voilà, il faut être clair, les mots ont un sens. Dans la doctrine même de militaire française qui date d'avant la guerre en Ukraine, on distinguait 3 types d'acteurs avec qui on pouvait être en opposition. Il y avait les compétiteurs, les concurrents, qui est un jeu un peu normal des relations internationales, et les adversaires. Les adversaires, c'est là on commence à s'opposer, mais on ne fait pas la guerre, on est sous le seuil de la guerre, c'est tout ce qui relève des affrontements, des jeux d'influence, etc. Là on est vraiment opposés, on est adversaire de la Russie, incontestablement, et puis ennemi, on fait la guerre. Quand on déclare la guerre, c'est déclarer la guerre à quelqu'un, c'est-à-dire désigner un ennemi politique. Là on n'est pas ennemi, évidemment, on n'est pas ennemi de la Russie, et évidemment pas ennemi des États-Unis, mais on peut passer à une situation où on n'est plus complètement allié quand même, très, très largement, au moins de l'administration. Il y a une info que je vais vous mettre sur la table qui va alimenter encore un peu plus la discussion. La défense allemande alerte. Sa communication avec le Pentagone a été complètement coupée. Dans une interview qui a été accordée à The Atlantic, le général Christian Freuding, le lieutenant général de l'armée allemande, annonce que le Pentagone donc, a totalement coupé les communications avec la Bundeswehr, y compris sur l'Ukraine. Berlin doit désormais passer par son ambassade à Washington pour joindre les homologues américains. Selon ses dires, même s'il y avait auparavant des SMS ou des messages envoyés jour et nuit avec le Pentagone, eh bien c'est terminé. C'est plus le cas. Le lieutenant cite aussi des exemples de plusieurs épisodes, comme celui où la défense américaine n'avait pas prévenu l'Allemagne concernant l'annulation de livraison d'armes à destination de l'Ukraine. Concrètement, colonel, avant de prendre la direction de Washington pour aller plus loin, ça implique quoi le contact coupé entre le Pentagone et la défense c'est très étonnant, en fait, déjà. Et puis ensuite, que ce soit aussi brutal, en réalité. Et on perd quoi comme information? Est-ce qu'on est aveugle d'une certaine manière? Non, mais comment dire, on est des alliés au sein d'une alliance. On travaille normalement au sein d'une alliance qui s'appelle l'OTAN, où les militaires travaillent en commun. Enfin, ils communiquent en permanence. On échange. On a des états-majors communs. Donc, on communique. Et l'Allemagne plus que les autres, peut-être. Est-ce qu'il y a une déperdition d'informations nous concernant? Est-ce qu'on est en manque d'informations parce que le Pentagone refuse de répondre désormais nuit et jour? Non, pas forcément. Mais ça veut dire que c'est surtout assez symbolique. Ça signifie que voilà, ils sont en train de couper les ponts, quoi. Simplement. C'est surprenant quand même parce que on m'avait toujours dit que par exemple au niveau de l'OTAN, il y avait toujours le niveau politique pouvait couper les ponts, mais le niveau militaire, même avec les Hongrois, on me disait souvent nos homologues hongrois nous continuent à nous parler, même si presque par construction. Hein, on travaille dans les mêmes états-majors, on se côtoie en permanence. Donc c'est étonnant. Tout ça est d'autant plus incroyable que je rappelle que la plus grande base américaine en Europe, sauf faire de ma part, c'est Ramstein, où il y a 35 000 militaires américains. Donc on espère qu'au moins, eux, ils sont toujours en contact avec Washington. Mais c'est vrai, quand on sait que les Allemands se sont toujours voulus les premiers de la classe, par exemple en achetant des F-35 pour ne jamais froisser les Américains, de toute évidence, c'est pas payé de retour. Alors, Washington, je le promettais, pour vous retrouver, Justine Jankowski, avec Mathieu Derrien. Merci beaucoup d'être avec nous. Couper le partage d'informations avec les Européens et les partenaires de l'OTAN, on en parle depuis le retour, en réalité, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vieille menace américaine et vieille crainte des alliés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau, mais en ce qui concerne cette information qu'on a apprise dans The Atlantic, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas été énormément reprise dans la presse américaine, en tout cas pas par les grands titres de presse nationaux. On l'a simplement vu dans des médias d'extrême droite pro-Trump qui parlent d'une escalade des tensions entre les États-Unis et l'OTAN et qui rappellent que la Maison-Blanche pourrait décider à n'importe quel moment de stopper les livraisons, les ventes d'armes à l'Ukraine si elle juge que la résolution du conflit prend un peu trop de temps. Et c'est vrai qu'on se rappelle en mars dernier, quand le partage de certains renseignements stratégiques avait été suspendu avec l'Ukraine pendant quelques jours. Rappelez-vous, c'était à l'issue de cette rencontre désastreuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ce que l'on peut dire, c'est que de manière générale, le second mandat de Donald Trump, il se caractérise par une énorme pression sur les alliés de l'OTAN et une défiance de plus en plus forte des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Merci infiniment. Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis la Maison-Blanche. Vous connaissez tous, chers téléspectateurs, Elisabeth Shepard-Selam, vous particulièrement Sabine Van-Bendern, et elle parlait de rupture historique. Elle dit, si ça se confirme, rupture historique dans la coopération au sein de l'OTAN, on en est là ? Potentielle rupture historique? Alors, il y a en tout cas des signaux extrêmement forts qui sont en train de sortir de Washington. On a vu la réunion des ministres des Affaires étrangères hier à laquelle Marco Rubio n'était pas présent. C'est la première fois depuis 1980, les années 90, qu'il n'y a pas un représentant, que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain n'ait pas cette réunion, la première fois ce siècle en tout cas. En plus, la personne qui a été envoyée, Christopher Landau, et donc son adjoint qui est anti-OTAN, qui a même tweeté il y a quelques mois un tweet disant l'OTAN est une solution à la recherche d'un problème, donc extrêmement méprisant vis-à-vis de l'OTAN. Il l'a effacé depuis, mais